Il y en a qui vont commencer à s'imprégner, je les récupère en M1, et petit à petit, évidemment, on va aller vers des choses où on est sur des formats moins contraints et on va pouvoir les aiguiller vers des thématiques. Mais ça peut commencer, en tout cas c'est mon petit retour d'expérience, ça peut commencer dans des formats contraints. Voilà, donc j'ai fini. Et nous n'avons pas terminé puisque Yamina va intervenir sur son propre retour d'expérience. Et pas moins vite que moi parce que là je suis au taquet avec mon 3e café. Mais moi je n'ai pas bu de café, c'est aux aurores. Donc moi je vais faire aussi un bref rendu. Et l'intérêt c'était de croiser économistes et gestionnaires. On a travaillé ensemble là-dessus. Et donc vous dire mes expériences qui sont plutôt des expériences en tant qu'économiste et aussi, puisque j'ai la chance d'avoir des cours de sociologie économique. Et donc cet avantage-là est quand même colossal. Alors, donc maintenant je suis à Nancy, je ne suis plus à Nanterre, mais j'essaie de conserver les enseignements que j'avais eus à Nanterre par le passé. Donc un cours de L1 de sociologie économique, c'est juste une bénédiction dans une filière de L1 pour ouvrir évidemment nos étudiants. Et évidemment, le choix que j'avais fait cette année est un choix qui était historique pour présenter l'évolution, mais surtout par concept. Et dans ce cadre-là, eh bien, on rentre, si je travaille sur la rationalité ou le marché, les institutions, j'essaie de m'appuyer énormément sur le cas de la finance. Et donc, si je prends le cas du marché, eh bien, par exemple, les travaux de Fabien Minesa sur le robot bagracien me semblent un pendant très important à avoir, par exemple, à ce que peut apporter la microstructure des marchés financiers pour expliquer concrètement le marché et ce qu'il est. De la même façon, comme il y a entré devant moi, quand je fais la rationalité, eh bien, il y a un pavé sur le mimétisme des conventions, de voir l'importance des conventions pour forger la rationalité, et évidemment une déclinaison autour de Keynes et du concours de beauté. Donc ça, c'est des choses que je fais dès la L1. Donc en fait, maintenant, dès la L1, au moins, ils ont cette ouverture-là, et cela me sert pour la suite, pour rebondir sur d'autres éléments. En L2, j'ai eu la chance d'avoir un cours de monnaie banque, finance. Et donc ça, c'est de la chance, oui, puisque je leur fais la question de la confiance de la monnaie. Mais aussi, derrière, sur les aspects finances, eh bien déjà les initier à l'instabilité. Alors il s'avère que depuis cette année, j'ai aussi un cours à Sciences Po, non pas Lille, mais Nancy, donc Sciences Po Paris aussi. Et là, c'est très facile à faire en L2, en 2e année, puisque l'objectif est de faire des regards croisés socio-éco. Donc on prend un même thème et on le questionne en éco et en sociaux. Et que ce soit la monnaie ou la finance, c'était très présent dans les regards croisés. Alors ensuite, dernière intervention, c'est une intervention dans des filières IUP, banque, finance. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, les universités françaises, et particulièrement les départements d'économie, n'ont qu'une seule ressource d'apprentissage, c'est une ressource qui vient de la formation des banquiers. Donc c'était le cas à Nanterre, et c'est aussi grâce à ça que j'ai eu un poste à Nancy, c'est pour former des banquiers. Et donc là, je fais des cours en L3, L1, L2, et donc en L3, j'ai par exemple un cours d'analyse monétaire approfondie, ce qui me donne l'occasion de faire des modèles de type Minsky. On en reparlera, je pense, avec Thomas, mais aussi monnaie endogène, monnaie exogène. Et de la façon d'initier le rôle du crédit, de voir aussi le lien crédit-prédactif. Et ça me semble tout à fait essentiel pour, par la suite, former des banquiers. En M1, je fais un cours de marché internationaux de capitaux. Et donc là, alors je me lâche un peu, je quitte les aspects un peu sociaux pour des aspects aussi que je puise chez Aglietta, notamment sur la dynamique des marchés de capitaux, et l'adéquation entre finalement que les marchés de capitaux s'inscrivent dans tout ce qui est système de change plus globaux et qu'on ne peut comprendre l'instabilité aujourd'hui qu'en comprenant les marchés internationaux de capitaux. Et enfin, en M2, j'ai un cours sur l'environnement de la gestion d'actifs. Et donc là, comprendre que la logique patrimoniale s'inscrit aussi dans des référents sociaux et pas exclusivement économiques et financiers. Donc voilà, donc j'ose espérer qu'à la fin, les banquiers seront formés avec une certaine ouverture. Plus largement, ce qui me semble très important, et c'est sur quoi on travaillera notamment avec Thomas et Christophe, et que j'ai eu l'occasion de présenter aussi bien à Kedge qu'au séminaire Pauphine. Donc c'est l'ouvrage qu'on a coédité avec Isabelle Chambon, Marc Landais et moi-même, pardon. Alors il y a une version en français, je vous ai mis que la version anglaise, je m'en excuse, mais il y a une version en français qui s'appelle La fabrique de la finance,
une version anglaise qui s'appelle The Making of Finance. Et l'idée dans The Making of Finance est ici, le graphique que je vous montre. Et cette année, je l'ai fait à Sciences Po, en me disant que j'étais un peu ennuyée parce que je faisais de l'autopromotion d'un livre. Donc j'ai conseillé aux étudiants de ne pas acheter mon livre, mais que je leur donnais les éléments importants. Mais en tout cas, que le plus important était quand même d'avoir une certaine tolérance vis-à-vis des sciences sociales, et qu'il y avait un certain nombre de continuums depuis, on va dire, la philo jusqu'à la finance. Et dans cet ouvrage, donc Making of Finance, ce qu'on a fait, c'est de montrer que les sciences sociales apportent en cela qu'elles ont différentes échelles pour aborder la finance. Alors que l'économie a plutôt tendance à se focaliser sur des variables quantitatives, quantitatives, et c'est son histoire. On reprend un très bel ouvrage de Benetti et Cartelier qui montrait que voilà, si on doit distinguer l'économie pendant les sciences sociales, c'est le fait qu'elle se soit à s'intéresser aux grandeurs. Et effectivement, on ne peut pas reprocher à ça l'économie, mais il faut des grandeurs, et ces grandeurs ne peuvent provenir que soit des séries de prix pour la finance, soit de la comptabilité. Et on va plutôt retrouver la finance classique. Alors que l'avantage des sciences sociales, c'est qu'on peut évidemment utiliser cela, mais aussi s'appuyer sur des discours, des imaginaires, des observations. Là, j'ai fait un travail qui est, c'est pas moi qui l'ai fait, mais personne a filmé, donc une ethnographie filmée, pour voir comment les gérants achètent et vendent des titres. Donc l'usage des gestes en finance. Et donc, à partir du moment où on a cette diversité des échelles d'observation et des entrées, de facto, on va avoir une diversité des approches, des concepts et des lectures de la complexité de la finance. Et c'est ça qui est important de transmettre, selon moi, qui est le plus important de transmettre aujourd'hui, c'est de voir que la finance ne se résume pas à des comptes et à des volatilités construites sur des séries de prix. Et donc là, dans l'ouvrage Making of Finance, ce que l'on montre, c'est qu'on a trois échelles, grandes échelles d'observation. On emprunte ce terme à Lalire, à Bernard Lalire. On peut observer la finance à partir des techniques, on peut l'observer à partir des organisations ou des institutions. Chacun a le droit d'avoir telle ou telle entrée. Donc par exemple, sur les techniques, on peut observer les algorithmes, on peut observer les prix, évidemment, mais on peut aussi observer les contrats. Parmi les organisations, on peut observer le fonctionnement d'une banque ou d'une société de gestion, ou d'un analyste financier. Et parmi les institutions, eh bien, on peut s'intéresser à la façon dont on forme les gens, ou aussi comment la réglementation est faite. Et après, l'intérêt des sciences sociales, c'est qu'on le fait pas dans une perspective naïve, je dirais, de croyance en l'objectivité de la science, mais on le fait en assumant une forme de critique. Et ça vient de Hague et de Mieux. Eh bien, on peut avoir une critique qui est plutôt de critiquer le modèle développé par la finance classique. On peut avoir une critique qui est plutôt d'aborder ce qu'on appelle finalement la dynamique industrielle, au sens large, comment se construit un groupe, comment se construit une industrie. Et enfin, le dernier, c'est plutôt une aspiration, je dirais, marxiste, autour de l'exploitation et de la domination, et comment la finance participe à cette domination. Et donc ça, par exemple, c'est des choses maintenant que j'essaie de proposer à l'enseignement. Alors évidemment, je ne l'ai fait cette année que mes étudiants de Sciences Po, qui étaient beaucoup plus avertis que mes étudiants de la fac. Mais c'est possible. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Juste une toute petite remarque, puisque sur le podium, je ne change pas beaucoup, Pierre Kelly-Marceau et Werniman. J'ai eu la chance de travailler avec Pierre Werniman il y a longtemps, puisque vous avez été là très vite. Et Pierre était l'inspirateur d'un enseignement de finance qui se voulait en rupture avec ce qui se faisait avec les grands ouvrages américains. À l'époque, c'était Van Horn et Brillet-Malheur, savant Bertrand. Et c'était quelqu'un qui était pour une finance très pratique, très institutionnelle, très proche. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est parti à l'époque chez Paribas développer l'enseignement de finance. Alors c'est assez amusant de retrouver à côté de Bertrand son nom, bien sûr, il est auteur malheureusement plus longtemps. Et ceci doit nous encourager au fait que eh bien, des tentatives d'individualisation dans l'enseignement de la finance en France, eh bien, on a une histoire. Voilà, c'était juste une petite incident que je voulais faire. Maintenant, je ne peux pas trouver la salle pour des questions. J'avais une petite question par rapport à l'enquête de départ. Vous me redonnez chaque fois votre nom. Oui, Gervais Sama, Université de Lille. L'enquête, elle a exclusivement porté sur la partie enseignant.
est-ce que c'est délibéré d'avoir pas peut-être pris l'avis de l'autre partie, c'est-à-dire les apprenants? Parce que nous avons tous vécu l'expérience de la réaction des étudiants qui soit ne comprennent pas qu'on continue de s'intéresser à telle ou telle question, que nous n'ayons pas suffisamment intégré tel ou tel aspect qui vient de la crise. Donc, est-ce délibéré de n'avoir pas pris l'avis des apprenants? Oui, c'était compliqué en fait de dimensionner le questionnaire parce que bon, dès qu'on monte un questionnaire, on a toujours un peu le problème des taux de réponse. Là, comme vous avez vu, on s'est limité entre guillemets à 27 questions. C'est déjà long si on veut récupérer de la matière et pouvoir l'exploiter. On a fait une petite partie dans le questionnaire dont on n'a pas parlé ici, sur, non pas du côté des apprenants, mais sur le ressenti des enseignants par rapport à leurs étudiants, sur est-ce qu'ils ont le regard critique, comment ils verbalisent sur la finance, etc. Mais oui, c'était un choix effectivement qui était dimensionné par le fait qu'on avait besoin quand même d'avoir un retour. En revanche, je profite de ça pour vous dire que j'ai été sollicitée par une doctorante en sociologie qui est avec Sabine Montagne et qui est en train justement de travailler sur les étudiants. Et je la vois là la semaine prochaine, elle mène une enquête de terrain. Donc je pense que c'est un sujet qui reste ouvert et qui est en train d'être investi par le jeune docteur. Et donc je ne doute pas qu'on aura des résultats dans le domaine prochainement. Mais pour rebondir sur ce que vous dites, en fait, ce travail sur l'enseignement est un travail qui a été aussi opéré par Fabien Muniesa et Horacio Ortiz auprès des écoles de commerce. Et l'idée était de voir que la normalisation de la finance venait essentiellement des enseignants. Donc en fait, notre point était plutôt de dire nous-mêmes, nous participons à cette normalisation. Donc en fait, c'était ça qu'on voulait questionner. Et si les enseignants ont cette influence normative, eh bien finalement, vous formez, et les gens qui sortent ont ce côté de normalisation. Et c'est encore plus fort dans les écoles de commerce. C'est pour ça que Fabien et Horacio avaient travaillé sur les écoles de commerce, parce qu'en fait, c'est des formes de cours pour toutes les écoles de commerce dans le monde entier, et qui s'est conditionné par les certifications derrière. Donc on a un processus de normalisation qui est très puissant, et qui fait que même si vous avez, en tant qu'étudiant, vos espaces personnels de critique, finalement, en tant que profession, on vous normalise à l'aune de cela. Et donc, le problème, c'est qu'en faisant ces questionnaires sur les enseignants, on peut très bien capter des formes de schizophrénie qu'on observe, d'ailleurs chez les financiers, qui vont d'ailleurs faire leur métier, faire une fondation en même temps pour compenser les... Et donc, à titre juste d'illustration, toujours à Nancy, moi j'ai eu la chance, j'ai été sollicitée par des étudiants pour faire une grande conférence, et il s'avère qu'à Nancy, une large partie de mes étudiants finissent au Luxembourg. Puisqu'en fait, d'où je pense aussi ma motivation en là-bas. Et en fait, la conférence qui a eu le plus de succès, c'est une conférence que j'avais demandée à Antoine Deltour, qui est un des lanceurs d'alerte, et qui s'avère travaille à Nancy et vit à côté. Et donc en fait, je lui avais demandé de venir, et c'est la conférence qui a eu vraiment eu le plus de succès. C'est de dialoguer avec un lanceur d'alerte. Question? Le grand genre de Finance Watch qui a été cité, nous on est Finance Watch, moi je trouve personnellement qu'on a du mal, on constate une inertie entre la transmission à la fois d'idées, à la fois de gens et puis de l'action entre le monde académique et de l'enseignement, la recherche et le monde on va dire, de l'action politique au sens noble, comme une ONG non apolitique, attention. Nous, on est une ONG à Bruxelles, je me demande d'ailleurs qui connaît, qui ne connaît pas, mais on verra ça plus tard. Et la question que je voulais poser, c'était un peu comment vous parlez d'Antoine Deltour, comment vous orientez vos étudiants quand ils ont l'esprit critique? Est-ce que vous avez avec Finance Watch, on a édité souvent des unités pédagogiques dans le passé, et on s'était dit, du point de vue politique, du point de vue d'impact, que les étudiants étaient une audience prioritaire. Ça ne marchait pas.
C'est-à-dire qu'on a des unités pédagogiques en 3 langues, en allemand, français, anglais, sur les banques, voilà, plein de choses. Et en fait, ça marche pas, quoi. Donc je mets ça là, comme ça, en bloc, maladroitement, pour vous dire que moi, on est très disposé à discuter de ça et des manières de faire. Est-ce qu'il faudrait qu'on aille mieux ensemble? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des toolkits, il faut parler anglais, qui puissent être faits ensemble pour que ce transfert d'énergie se fasse mieux. Ouais. C'était quoi le format des unités pédagogiques? C'est très complet, c'est à la fois des dessins. Ouais. En fait, c'est donc un plan de cours, pour être clair, quasiment un plan de cours, puis c'est multimédia, donc il y a des vidéos, des petits points, des box avec l'argot, le jargon, l'histoire de jargon on l'appelait. Et donc c'est tout un truc avec des forts aux questions, des arguments des lobbyistes, des banques et comment les passer, enfin, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, notre position, notre travail, l'avancement des processus législatifs sur la question, des références extérieures, par exemple académiques. Donc c'est un format très très vaste en fait. Et quand tu dis que ça marche pas, qu'est-ce qui marche pas? Ça n'a pas réussi à prendre un espace dans notre activité de notre croissance et dans notre activité suffisant pour que ce soit considéré comme étant rentable de le faire. Et c'est très dommage. Je pense que c'est difficile et je pense qu'on a à y travailler. Et je pense que ça serait peut-être bien qu'on... Enfin, je pense qu'effectivement, on a... Par exemple, les cas pratiques, les mises en situation, sont des choses qui, je pense, qu'on pourrait reconstruire et... Enfin, pardon, je prends un exemple. Je sais pas, j'ai oublié de mentionner dans le cours que je fais cette année. Isabelle Coudet-Soubeyran m'a demandé d'assurer un cours dans la formation de conformité qu'elle a avec le CFPB. Je fais un cours de finance et éthique. Et j'ai choisi d'entrer ce travail en montrant justement cette schizophrénie que pourraient rencontrer les financiers. Et en signalant, c'est un peu bizarre, que en fait ce qui est totalement caché, c'est les burn-out des financiers au bout de 35 ans. C'est-à-dire qu'en gros, on arrive et on est je m'en souviens, il y avait quelqu'un qui avait commencé un travail et qui était venu à l'étude sociale de la finance pour montrer ça. C'était une psychanalyste qui travaillait là-dessus. Et ça, c'est un truc, on ne le sait pas. Et les gens se retrouvent seuls un jour confrontés à ce type de problème. Et donc, soit ils deviennent anti-financiers radicaux, soit ils s'engagent à Finance Watch, par exemple, soit, voilà, mais au fond, il ne faut jamais un vrai coming out en disant ben, moi j'ai eu ces problèmes-là. Et je pense que, par exemple, si je prends mon cas, nous en fait, on n'a que nos futurs banquiers, c'est principalement des ouvriers. Des fils d'ouvriers du bassin lorrain, c'est leur seule issue s'ils veulent trouver un emploi qui reste en Lorraine. Résultat, ils n'ont pas le choix, ils iront dans cette voie-là parce que c'est la seule possibilité financière d'ascension sociale qu'ils ont. Mais il n'en reste pas moins qu'ils vont avoir des conflits intérieurs très marqués entre eux, ce qui a pu être leur culture, leur socialisation et la réalité de leur métier. Et ça, on n'a pas d'espace. Et par exemple, ça, voilà, dire ça existe et dire vous pouvez aller voir, faire des petits cas, alors je ne sais pas comment on peut les faire, mais au vu de mon cours de finance éthique et éthique, à la fin, ce genre de conflit d'intérêts était totalement exprimé librement alors qu'il ne l'était pas au début. Et je pense que c'est la même chose pour nous, économistes, en fait. Enfin, pour nous, chercheurs ou financiers. Il y en a qui deviennent critiques une fois qu'ils sont pas. Rapidement. Non, c'est juste un témoignage personnel d'une sorte de coming out à travers le travail universitaire, c'est-à-dire venir de la profession, je suis financier et à un moment donné d'aller vers l'université, d'aller vers la recherche pour arriver à vivre cette contradiction entre ce qu'on nous fait faire et ce qu'on pense qu'on fait faire. Donc c'est une solution. Il y a encore un peu de place pour les professionnels dans l'université, dans les grandes écoles, et donc c'est un moyen de résoudre un peu cette question.
On va passer maintenant à la deuxième intervention, celle de Marc Chenet. Je n'ai pas besoin d'introduire la ref, tu l'as déjà fait. Oui. Hein, Paul Lévis qui est arrivé entre temps. C'est bon, ça sera bien. Il ne faut pas trop, par contre, je vais faire, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Voilà, je cherche mon fichier, on va y arriver. Je fais une revue. Alors, oh, excusez-moi, je trouve mon fichier. Il y a plusieurs. Voilà. Voilà. Parfait. Donc je vais me baser sur la présentation que j'ai effectuée la semaine dernière dans le cadre de l'école d'été de la REF. Le thème de cette table ronde est comment la théorie financière repense-t-elle son cadre analytique, ses outils, son enseignement. Le problème est que précisément la théorie financière mainstream, dominante, ne la repense pas. Voilà. Donc, je pourrais arrêter mon intervention là. Ça sera un peu court parce que j'ai 15 minutes. Donc je vais avoir le temps un peu détailler mon affirmation. Alors bien sûr qu'il existe des initiatives, et nous en sommes la preuve, mais ces initiatives sont marginalisées. Elles ne sont pas prises au sérieux par ceux qui ne sont précisément pas là aujourd'hui. Nous avons affaire à des professeurs de sang bleu, à une caste de professeurs particulière. Cette caste ne répond pas au questionnaire. Une partie de cette caste ne parle pas français d'ailleurs, parce qu'ils sont en France mais ne parlent pas français, certains d'entre eux, et c'est une mentalité particulière. J'en connais personnellement, c'est la mentalité du joueur de football, de la star de football, qui est 2 ou 3 ans ici, et puis qui va au plus enfant un peu plus tard, qui passera une saison ailleurs. Donc ils se moquent des questionnaires, ils ne répondent pas, et ceux qui parlent français, bon, bah, c'est pas leur priorité, on va dire. Il faut savoir une chose, j'ai rencontré d'anciens collègues d'HEC, il y a 2 classes de professeurs à HEC, il y a ceux qui enseignent et puis ceux qui font la recherche. Alors vous avez top, ceux qui sont de sang bleu, qui font de la recherche, certains ne parlent pas français, ils savent pas ce qu'est un questionnaire, et puis voilà, c'est eux qui donnent le là, mais ils n'enseignent pas. Alors il faut qu'on fasse ce problème. Et ils n'enseignent pas, tout simplement. Donc voilà, simplement pour fixer un peu le cadre. Alors des initiatives il en existe, mais alors donc, je vais un peu aller de l'avant avec cette introduction. Donc nous sommes confrontés à un monde académique décalé par rapport aux besoins à réalité de l'économie et qui ne tire pas vraiment les leçons, qui n'a pas vraiment tiré les leçons de la crise économique et qui fait preuve d'une grande discrétion par rapport aux scandales financiers à répétition. C'est un peu gênant. Je me souviens à l'époque des Kerviel et compagnie, je parlais avec certains de collègues, la première action c'était de savoir où est-ce qu'il a étudié, et pas chez nous. Et voilà. Voilà, on a tous fait. Bon, ben, alors, on sait bien de le faire, mais alors il faut aller un peu plus loin à un moment donné. Parce que les futurs Kerviel, ils étudient chez nous. Et qu'est-ce qu'on va faire chaque fois? On va fermer les yeux, on va se boucher les oreilles, puis quand un journaliste au téléphone, on va dire non, bon, tu sais, je m'en suis pas occupé, c'est pas un problème. Non, on a des responsabilités à un moment donné. Donc, par ailleurs, le corps professoral est perméable aux intérêts des grandes banques. Moi je le vois en Suisse et en France aussi. Les collègues qui perçoivent des compléments de salaire émanant d'un certain nombre de grandes banques, bon, bah, effectivement, ils seront discrets lorsqu'il y aura un appel téléphonique lié à un scandale, un énième scandale, manipulation des devises, Libor. Bon, ils seront occupés, ils seront en voyage à l'étranger, bon, ils ont d'autres priorités. C'est curieux, parce que si les professeurs ne parlent pas, qui va parler? On est rémunéré pour cela, par le contribuable en dernière instance. Alors, un autre point, en finance, on traite de la question des prix. Mais ce qui est bien plus essentiel est de traiter de la question des valeurs. Quelles sont les valeurs des étudiants, des professeurs et de la société? C'est pour ça que je commence souvent mes cours avec des extraits des courriels, des Kerviel, des Touré qui apparaissent dans le film Inside Job et autres. La police a saisi les courriels et c'est très intéressant ce qu'ils disent ces gens-là. L'un se compare à une prostituée, l'autre à Frankenstein, j'en cite un troisième qui dit qu'elle est droguée à l'argent. Voilà, c'est une crise des valeurs. Et qui est bien pire qu'une crise technique, une crise financière technique. Alors il faut se traiter ce problème de manière sérieuse. Et là, en dernier instance, ce qu'il faut savoir, si c'est l'argent est un moyen ou une fin en soi. Parce que c'est la question importante. Alors,
les étudiants apprennent la finance comme l'économie, d'ailleurs, avec des lois qui seraient fondamentales. C'est les fonctions d'utilité qui sont toujours croissantes. Toujours mieux serait synonyme de toujours plus serait synonyme de toujours mieux. Est-ce que c'est vrai? Ça peut être vrai pour beaucoup de personnes qui subsistent peut-être avec moins de 1 ou 2 dollars par jour, certainement, ils ont besoin de plus. Mais il serait peut-être utile d'introduire un autre concept, ce qui est suffisant pour vivre dignement et correctement. Mais ça n'apparaît pas en finance. Alors l'enseignement, je vais juste illustrer mes propos. Oui, j'ai écrit une crise a-t-elle eu lieu en 2007-2008. J'avais écrit un article pour le journal Le Temps à Genève avec ce titre en 2010, et je me pose toujours la question. Alors là, je vais prendre un exemple d'un cours à Berkeley. Vous arrivez à lire, enfin bon, j'ai enlevé le nom parce qu'il ne s'agit pas de critiquer un collègue qui n'est pas là, il ne s'agit pas de nom, il s'agit de sujet. Alors là, vous avez un cours qui est donné en 2009. Et puis, bon là c'est un cours de finance, hein, au niveau bachelor, et puis rien, tout simplement, pas de crise, rien. En 2016, bon, rien. Rien, tout simplement rien. On se demande s'il y a une crise. C'est Berkeley, hein, c'est pas une université mineure, c'est rien. Université du Michigan, un cours de bachelor. Donc là, tout de même, bon là on voit le programme de cours, puis là c'est peut-être écrit petit, mais on voit tout de même quelque chose d'intéressant. À la fin du semestre, tout à coup le 3 décembre, Special Lecture on the Financial Crisis. Ça c'est très bien. Donc la crise est abordée. Donc ça c'est positif, il faut le reconnaître. Et puis vous voyez que dans les articles cités, le 4e est intitulé The Efficient Markets Hypothesis and its Critics. C'est bien, donc c'est apparemment, en tout cas, un essai d'introduire une lecture critique de certaines des hypothèses. Le même cours, en 2011, tout a disparu. Tout a disparu. Les aspects, donc la parenthèse s'est refermée. Ce que j'indiquais dans l'introduction tout à l'heure, une demi-heure, pour certains collègues, bon, on en a parlé, on a fait le minimum syndical, comme on dit, puis maintenant on passe à autre chose et on referme la parenthèse, on ne veut plus parler de ça. C'est scandaleux. Alors ce livre, vous l'avez cité dans le questionnaire. Ce que j'avais à l'époque, lorsqu'on a parlé il y a 2 ans, dans le cadre de l'Institut Veblen, c'est justement d'essayer de voir si les collègues à Dauphine, HEC, LSEC répondent. Il faut savoir qu'ils utilisent ce livre. Donc le fait que, bon, il y a une présentation justement la semaine dernière du questionnaire, et effectivement, si je ne m'abuse, je dis ça de mémoire, il arrive en 3e place avec 6%. C'est pour moi l'indice que ces personnes n'ont pas répondu. Ce livre, le Hull, est la Bible pour tous ceux qui étudient les produits dérivés. Il faut le savoir. Oui, bien sûr. C'est la Bible. C'est la Bible à Dauphine, à HEC, à l'ESSEC et ailleurs. C'est le livre mainstream, par excellence. Donc, qu'il arrive encore une fois en 3e place avec 6%, ça veut dire qu'il ne répond pas. Alors, bon, j'en viens. C'est un livre qui fait 850 pages, il faut le savoir, c'est énorme. Alors, c'est écrit petit, j'ai essayé de rassembler. Tout de même, il y a quelque chose de positif. On voit que dans la dernière version, la crise apparaît dans le chapitre 8. Et puis, il traite des dérivés, chapitre 37. Je résume. Il y a moins de 3% du livre qui est consacré à la crise. Moins de 3%. C'est mieux que 0, c'est certain. Bon, on peut tout de même se poser des questions. Que retiennent les étudiants qui étudient les produits dérivés de ce livre? Alors j'ai pris 2 extraits, l'un dans le chapitre 8, l'un dans le chapitre 37. Premier extrait, première phrase. Donc on ne peut pas remettre en question que la décennie passée était désastreuse pour le secteur financier. Je cite oui, elle était désastreuse pour le secteur financier, mais M. Full, l'ancien directeur de Lehman Brothers, a quitté son emploi avec environ 1,5 milliard. Il avait de bons avocats, il était capable de garder ce montant, bien que la banque fait faillite. Donc manifestement, ça n'a pas été désastreux pour lui. Et ça a été désastreux pour les 30 millions de personnes qui ont perdu leur emploi, en dehors du secteur financier, ou faisant partie du secteur financier. Et ça, ce point n'apparaît pas. Second point mentionné par ce livre, il indique, l'auteur, à juste titre, qu'il y a 2 fonctions pour les produits dérivés, la couverture et puis la spéculation.
Et il regrette dans sa première phrase, que certaines institutions souhaitent réduire leur volume de produits dérivés parce que ça serait dommageable pour leur couverture. Il est dommage que cet auteur n'ait pas lu l'avant-dernier rapport annuel, par exemple, de la Banque Crédit Suisse, mais c'est comparable pour les autres grandes banques. Cette banque indique en noir sur blanc que les produits dérivés utilisés pour la couverture correspondent à 0,2%, je répète 0,2% de leur total. 0,2%. Donc manifestement, il y a des marges de manœuvre pour réduire le total, pour réduire les 99,8% restants. Pourquoi l'auteur s'inquiète-t-il autant? Un autre livre, écrit par M. Bernanke, qui a dirigé la Fed entre 2006 et 2014, donc qui était bien placé, il aura été bien placé, je m'exprime au conditionnel, pour tirer les leçons. Alors vous voyez ici une version de 2004, on ne peut pas s'étonner que la crise n'ait pas été mentionnée, logiquement parlant, et la version de 2017, quasiment le même point en cours. C'est une plaisanterie, quoi. Le directeur de la Fed écrit un livre, le réédite et ne mentionne pas la crise. Bah, qui peut le faire alors si ce n'est lui? Bon. Au niveau de la recherche et des concepts, dans l'école de Chicago continue à dominer les débats. On parle beaucoup de concurrence en économie et en finance. Il faudrait que ces secteurs l'appliquent à eux-mêmes. On a besoin non seulement d'une école, mais de plusieurs écoles. L'école de Chicago doit bien sûr être représentée, mais il y en a d'autres. L'école keynésienne, peut-être qu'aujourd'hui il faut créer une autre école en 2019. Elle contrôle les revues dites A. Les thèmes, les hypothèses ne sont pas remises en question. On a parlé d'efficience tout à l'heure, l'efficience des marchés. Alors c'est un tabou, vous voulez publier un article dans la revue A en critiquant l'efficience des marchés, je vous souhaite bonne chance. Vous voulez critiquer un article vous voulez publier un article qui remet en question une hypothèse clé en finance, l'absence d'opportunité d'arbitrage. L'absence d'opportunité d'arbitrage. Quasiment impossible, c'est un tabou. Ça devient comme une religion, on est excommunié. Il faut reconnaître d'emblée l'absence d'opportunité d'arbitrage. Bien que cela contredise la pratique quotidienne des grandes banques et des hedge funds. Donc voilà, on est confronté à ce problème. Et là, je vais citer, maintenant j'ai montré une revue, Journal of Economic Theory, donc encore une fois les auteurs n'apparaissent pas, mais juste pour vous montrer la pertinence sociale, parce que je vous rappelle que la finance est une science sociale, devrait être, des thèmes traités, ou l'économie ici. Jeu asynchrone avec transfert, unicité et optimalité. Bien sûr, la question de l'unicité est essentielle en maths, mais en quoi il faudrait se donner la peine d'expliquer ce en quoi elle est essentielle à ce niveau-là. Mechanism designed with ambiguous transfers, an analysis in finite dimensional naive time spaces. Donc, l'auteur travaille avec des espaces naïfs. Qu'est-ce que ça va être quand il va travailler avec des espaces malicieux? Il faut se poser la question. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être un boom. Quelle est la pertinence sociale de tout cela? Moi, je pose la question, parce qu'à un moment donné, on est rémunéré par le contribuable, donc en quoi ça apporte quelque chose? J'ai pas le temps de développer, mais j'ai comparé les prix Nobel en médecine avec les soi-disant prix Nobel en économie. Je dis soi-disant parce que, comme vous le savez probablement, le prix Nobel d'économie n'existe pas. C'est une invention des médias. Monsieur Nobel n'a jamais voulu créer un prix en économie utilisant son nom. Donc c'est le prix, effectivement, de la Banque centrale de Suède, nationale de Suède, en honneur de Monsieur Nobel. Vous avez des thèmes en médecine qui retiennent l'attention du commun des mortels, qui traite du cancer, etc. Bon. On a une idée de quoi il s'agit. Parfois, et même assez souvent, on se demande vraiment où est la pertinence. Voilà, donc pour conclure, on a devant nous, j'ai respecté les délais, bon, parfait, on va rajouter plus ce qui concerne la conclusion. On a devant nous vraiment un travail important à faire. Remettre à plat les fondements même de la finance, voir ce qui est pertinent aujourd'hui en 2009, voir ce qui n'est plus, tracer une frontière, et puis à plat ce qui n'est pas pertinent, et bien développer de nouveaux concepts, nouvelles théories. On a besoin de le faire. Donc, je citais l'absence d'opportunité d'arbitrage, les taux négatifs, thème de l'un de tes livres, essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que les taux négatifs, qu'on en France, soient apparus et demeurent aussi longtemps? Un véritable travail intéressant d'ailleurs, et qu'on doit mener
par respect, par rapport, encore une fois, par rapport aux étudiants, par rapport à la société. Et là, on a une chape de plomb au-dessus de notre tête. Et il faut aller de l'avant avant que nous prenions notre retraite. Ceux qui sont en activité, voilà. Moi, je suis disponible pour répondre aux questions et aux commentaires. Remarque, question. Vous abordez là un thème vraiment central pour la fête, qui est la question du pluralisme. La fête, comme vous savez peut-être, c'est créé justement pour promouvoir le pluralisme dans la théorie économique et donc favoriser l'existence de courants directs. Et d'ailleurs, vous rejoignez un certain nombre de nos réflexions, en particulier sur le rôle des revues, de la hiérarchie des revues et de l'impact négatif que peut avoir cette hiérarchisation dans la mesure où elle est corrélée avec une manière de voir et comme on est tous, comme vous savez, évidemment évalués à travers les articles dans des revues, évidemment ça a des impacts très forts sur les carrières des uns et des autres. Mais ce que je voudrais comprendre, c'est vous, et c'est intéressant parce que vous mettez en quelque sorte en avant une espèce d'analyse, si je veux dire, sociologique de cette domination. Au départ, vous avez parlé de ces professeurs, n'est-ce pas Il semble. C'est ça, voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire parce que vous pouvez être plus précis. Oui, encore une fois. Je vais préciser ma question. Je veux dire, est-ce que vous voulez dire on peut avoir plusieurs modèles en tête pour comprendre comment la domination se reproduit, cette primauté qui est donnée à ce type de théorie. Je finis de ça. Et non, mais j'avais l'impression que vous étiez pressé. Par exemple, tout à l'heure, on a vu qu'on peut considérer qu'en fait, on est pris dans des normes de notre profession et que, qu'on le veuille ou non, on est conduit à répéter ou à faire passer des discours. Donc, ce qu'on a l'air de comprendre quand vous parlez, c'est que, en quelque sorte, il y aurait un modèle, une espèce de paradigme qui serait porté par, au fond, des personnes qui seraient eux-mêmes des modèles. Pensons, pas pour ce qui est la théorie de la finance, mais la théorie en général, la théorie économique, c'est vrai qu'il y a des grands